Bonjour, Romain Baumé, donc responsable de l'agence de Bretagne et membre de l'équipe FME de VRMS. Je suis accompagné de Mathilde Crum pour vous présenter donc les nouveautés FME 2025. Nous allons commencer avec FME Form en abordant son interface, des nouvelles fonctionnalités, des formats, des transformeurs ajoutés ou améliorés, ainsi que l'arrivée d'un assistant IA. Ensuite, nous nous pencherons sur les nouveautés FME Flow avec un focus sur la data virtualisation, une innovation majeure pour créer des API dans FME. Les nouveautés FME étant introduites tout au long de l'année, je vais revenir sur les principales évolutions apportées depuis la version 2024.1, ainsi que sur les nouveautés, bien sûr, incluses dans la version 2025. Le premier changement concerne le processus d'activation de la licence. Après l'installation, le programme FME Licensing Assistant se lance automatiquement lors du premier démarrage de FME afin de procéder à l'activation de la licence. Il vous sera alors demandé de saisir le numéro de série, ce qui permettra de générer un nouveau fichier de licence correspondant à la version installée. Concernant les licences flottantes, il n'y a pas de changement. Poursuivons avec des modifications au niveau de l'interface FME Workbench. La page d'accueil a été entièrement revue. Les raccourcis pour générer un projet ou comparer des traitements ont été retirés, laissant place au bouton dédié à la data virtualisation et à l'assistance IA, deux fonctionnalités majeures de la version 2025. À noter que la galerie de modèles devient la galerie d'exemples. Changement de nom et de menu, elle permet de télécharger un projet FME depuis le hub. Cela peut d'ailleurs constituer un bon point de départ pour démarrer avec FME Workbench. Changement mineur, s'il vous arrivez parfois de cliquer par erreur sur le bouton Ouvrir en pensant lire un jeu de données, eh bien sachez que cette action est désormais possible. Le bouton Ouvrir permet toujours d'ouvrir un projet FME existant, mais il permet désormais en plus d'aller lire un jeu de données de type fichier. On a alors une redirection vers la fenêtre d'ajout d'un reader. Au niveau de l'interface principale du FME Workbench, sur le modèle des automations, le bouton plus fait son apparition. Il donne accès au raccourci vers le quick access, pour l'ajout d'une source, d'une destination ou d'un transformer. Vous avez bien sûr toujours la possibilité de saisir le nom d'un format ou d'un transformer dans l'espace de travail. Il est désormais possible d'ajouter des commentaires dans les paramètres d'un transformer. Pour illustrer cela, prenons un exemple concret. Nous disposons ici de deux couches d'informations, des parcelles et des bâtiments sur une même zone, et d'une relation spatiale entre elles via le transformer spatial relay. En plus du commentaire que nous avons au niveau du transformer, nous avons intégré à l'intérieur des annotations. Ces annotations ont pour but d'expliquer des choix techniques effectués. Par exemple, ici, pourquoi avoir choisi l'opérateur contient dans la relation spatiale, ou bien ici, pourquoi générer une liste. Pour ajouter une annotation, il suffit de se rendre au niveau du paramètre et de cliquer sur Ajouter une annotation. On a alors accès à un champ de saisie texte et on pourrait ici écrire nombre de bâtiments par parcelle. On a alors accès à une infobulle qui s'affiche au passage de la souris. Lorsque le transformer est fermé, ces annotations ne sont plus visibles. Il est désormais possible de vider le cache au niveau d'un transformer ou d'un reader. Cela efface le cache de l'élément sélectionné et les transformers qui suivent, mais n'affecte pas le cache des éléments qui se trouvent en amont. La nouvelle fonction string littéral permet d'échapper des caractères spéciaux dans une chaîne de texte. Cela garantit que ces caractères sont traités comme du texte brut et non comme des instructions du langage. Cette fonction string littéral est valable pour le SQL et le Cypher, qui est un langage orienté graphe. Prenons un exemple dans lequel nous disposons d'une table PostgreSQL contenant une liste de régions. Nous souhaitons insérer une nouvelle région via une commande SQL définie dans le transformer SQL Executor, en utilisant une variable non région créée dans le transformer attribut de créateur.
La valeur à insérer est Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui contient notamment une apostrophe entre le D et le A. Dans un premier cas, si l'on injecte cette valeur dans la requête SQL, il va y avoir une erreur, car l'apostrophe est interprétée comme une fin de chaîne. En revanche, en utilisant la fonction string literal, donc dans l'attribut creator, cette fonction attend deux arguments. D'une part, la valeur, et d'autre part, le langage, ici SQL. À ce moment-là, l'apostrophe est protégée donc par une double apostrophe, et l'intégration va pouvoir se faire correctement dans le SQL exécuté. Une nouvelle fonctionnalité permet d'activer l'horodatage dans le nom du log. Il suffit d'une case à cocher, plus besoin d'un script Python dans un paramètre privé. Vous aurez donc la date et l'heure dans le nom du fichier de log. Cela signifie qu'il va y avoir une accumulation de logs si vous activez cette option, contrairement au comportement par défaut, où les logs sont écrasés à chaque exécution. Des évolutions sont en cours du côté des paramètres publiés. L'éditeur a enrichi les paramètres conditionnels avec notamment de nouveaux opérateurs tels que les expressions régulières. Autre nouveauté importante, il est désormais possible de créer des conditions composées. Cela permet d'afficher ou masquer un paramètre en fonction de plusieurs critères combinés. Par exemple, comme on le voit dans l'animation, si l'âge est supérieur à 18 ans et que le statut a pour valeur actif, alors un troisième paramètre correspondant à la catégorie socio-professionnelle s'affiche. Sinon, il reste masqué. Un nouveau paramètre de type table permet de saisir des données sous forme d'un tableau avant l'exécution du script. Les valeurs saisies par l'utilisateur sont récupérées dans FME pour alimenter le traitement. FME Realize, c'est la nouvelle application FME de réalité augmentée donc, qui remplace FME AR, présentée lors des dernières éditions. Elle permet de visualiser des données 3D sur le terrain, notamment des réseaux souterrains. L'application est disponible sur iOS uniquement. L'une des grandes nouveautés cette année, c'est l'arrivée d'un assistant IA. Prenons quelques minutes pour en parler. Vous allez pouvoir converser avec FME, lui poser vos questions, et en français. Les requêtes sont envoyées au service Azure OpenAI, qui utilise un modèle GPT-4o entraîné spécifiquement sur FME. Pour utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire de se connecter à un compte Safe Software à partir de FME Form. Je vous propose quelques cas d'utilisation, trouver le bon transformer, diagnostiquer une erreur ou bien encore décrire un traitement. L'une des questions que l'on se pose souvent lorsqu'on débute avec FME Form est quel transformer utiliser. Donc l'assistant IA pourrait nous aider à répondre à cette question. Par exemple, dans ce début de script, l'utilisateur dispose d'une table avec des colonnes X et Y et se demande comment représenter ces points sur la carte. Donc en activant le bouton d'assistance IA, donc qui se trouve dans la barre d'outils, on accède à un chat hein, euh, avec l'IA. Donc je vais copier ici le texte de la question et le coller donc, dans l'assistance IA. Donc comment représenter la géométrie d'un point à partir des colonnes X et Y. Donc ça prend un petit peu de temps, un petit peu de blabla. Et ici, on nous suggère des transformers. Donc le vertex creator, que je peux ajouter directement à l'espace de travail. Et on me propose également le coordinate system setter. Alors il se trouve que le transformer qui convient, c'est le vertex creator. Et depuis la version 2025, il est directement possible de lui déclarer le système de coordonnées. Donc on n'a pas besoin du coordinate system setter. Autre exemple, pour comprendre l'origine d'une erreur dans un traitement. L'utilisateur a avancé dans son script en ajoutant un writer au format PostGIS, mais rencontre une erreur à l'exécution. Il se demande alors l'origine du problème et pose la question à l'IA en copiant-collant dans la question le message d'erreur issu du log. La réponse fournie ne donne ici pas la solution exacte, mais permet d'orienter
vers la cause possible. Le problème ici est lié à un mauvais paramétrage du type de géométrie où on attend du multipoint au lieu de point. Voici un troisième cas d'utilisation pour comprendre un projet existant. Imaginez que vous devez reprendre un script que vous ne connaissez pas. Comment comprendre rapidement ce qu'il fait? Donc nous pourrions, là encore, poser la question à l'assistant IA. L'utilisateur a demandé à quoi sert ce flux FME, étape par étape. L'assistant fournit une explication qui, dans cet exemple, est assez bien détaillée et précise. Selon l'éditeur, les données brutes ne sont pas transmises à l'assistant IA. En revanche, certains éléments techniques peuvent l'être, comme le schéma des données, du code Python ou SQL, ou encore le contenu que vous saisissez dans l'interface de discussion. À noter que l'adresse IP, les données personnelles identifiables ou les informations du projet qui ne sont pas directement incluses dans la requête ne sont pas collectées. Bien sûr, nous n'avons aucune garantie sur les réponses fournies par l'IA et il ne remplace pas les documentations techniques officielles de l'éditeur. L'assistant IA peut tout à fait ne pas être utilisé. Il suffit de désactiver l'option directement dans les paramètres FME. Et si vous souhaitez le bloquer à l'échelle d'une organisation, vous pouvez restreindre l'accès au domaine via un pare-feu. Dans ce cas, FME ne pourra plus accéder au service et l'assistant IA sera automatiquement masqué dans l'interface FME. Pour la suite de cette partie, je laisse la parole à Mathilde qui va vous parler Data Inspector et Transformers. Merci Romain, du coup je suis Mathilde Kremp, membre de l'équipe FME et je vais poursuivre la, la présentation avec les petites nouveautés. On va commencer par des nouveautés présentes sur le Data Inspector. Alors, tout d'abord, il y a depuis cette version la possibilité d'intégrer des tuiles XYZ en carte de fond. Donc il y a une prise en charge des formats JPEG et PNG. Cela permet de charger du coup des jeux de tuiles partiels en carte de fond, ce qui est un peu plus performant pour tout ce qui est chargement de la donnée dans l'affichage. Ici, je vous propose un petit exemple avec l'URL tile.openstreetmap.org. Donc les URL, c'est à l'utilisateur d'aller les chercher, de repérer son URL sur le net et du coup de la renseigner via le gestionnaire de carte de fond. Alors pour cela, rendez-vous dans le gestionnaire de carte de fond, sélection du format tiled web map XYZ, renseignement des paramètres, et ensuite cela s'utilise classiquement comme un fond de carte. Toujours du côté du Data Inspector, donc le zoom sélectionné, c'est une petite fonction sur le Data Inspector qui devient maintenant un bouton de bascule on-off, activé, désactivé. Lorsqu'il est actif, à chaque sélection, vous avez un zoom automatique sur l'entité géométrique sélectionnée, ainsi que dans la table attributaire. Donc là, je me promène dans un jeu de données comportant les départements français. Et donc, en sélectionnant des entités dans la table ou dans la vue géométrique, j'ai bien un zoom à chaque fois sur l'entité correspondante. Pour le désactiver, rien de plus simple, il suffit de recliquer sur le bouton zoom sélectionné pour désactiver l'option. Et voilà, cette option est mémorisée pour la vue 2D ou 3D. Alors, je vais continuer la présentation en vous parlant de quelques transformers qui ont subi des petites améliorations. Pour commencer, on va parler du Python Caller. Alors, le Python Caller, ce qui est intéressant dans la nouvelle version de FME 2025, c'est qu'il y a un port rejected qui a été ajouté. Donc, on voit bien sur le transformer, on a le nouveau port de sortie sous le port output qui est bien rejected. Grâce à la nouvelle fonction reject feature, pardon, vous pouvez mettre en sortie les entités en échec. Ce qui peut être pratique ensuite pour pouvoir les traiter et les envoyer dans une autre partie du traitement ou faire un rapport, générer un rapport. Du côté du feature reader, donc ce petit transformer bien pratique, il y a la possibilité maintenant d'ajouter une option qui est de découper à l'enveloppe de l'initiateur. Donc ça permet de découper les données en 30 selon la boîte englobante de la géométrie initiateur. Par exemple,
Ici, j'ai un jeu de données comprenant une table avec un département français et une autre table comportant un fleuve. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du Rhône. Et je souhaiterais lire le fleuve, mais uniquement la portion qui est contenue dans la boîte englobante de mon département. Grâce à l'option découper sur la boîte englobante de l'initiator, je peux ainsi obtenir seulement une petite portion de mon fleuve et ainsi être plus efficace sur la lecture de mes données, ne pas m'encombrer avec des données qui ne m'intéressent pas. Du côté du datetime stamper, il y a une petite nouveauté, c'est l'ajout du paramètre update time. Alors, le datetime stamper, il est intéressant car il permet d'horodater en fait les entités selon maintenant plusieurs possibilités. On a la possibilité de choisir l'heure de mise à jour de chaque feature, donc chaque entité. Cela veut dire que chaque entité aura comme attribut timestamp sa propre heure de passage dans le transformer. On a la possibilité aussi de choisir maintenant chaque translation, donc comprenez chaque exécution du traitement. Cela veut dire que toutes les entités auront la même heure de passage dans le transformer, c'est-à-dire l'heure de passage de la première entité. Et toutes les entités auront la même heure. Si je sélectionne maintenant chaque transformer, ça c'est utile dans le cas où j'ai plusieurs datetime stampers dans mon traitement et que je souhaite récupérer l'heure de passage des entités dans un premier attribut, par exemple au début du traitement. Toutes les entités auront l'heure du passage dans le premier datetime stamper et admettons, à la fin de mon traitement, j'ai un autre datetime stamper. Les entités auront toute la date du passage dans le dernier datetime stamper. Du côté du test filter, on a également la possibilité maintenant de récupérer la valeur du port de sortie dans un attribut. Alors on se rappelle, le test filter, il permet de faire un filtre en définissant nous-mêmes, en personnalisant nos ports de sortie. Par exemple, ici, j'ai un jeu de données comprenant des départements français. J'ai un attribut code de département, nom de département, population, et il me manque un attribut région. Pour le créer, une des solutions possibles est de passer via un test filter. Donc j'ai isolé pour l'exemple les départements de la Bretagne et de la Normandie. J'ai créé mes ports de sortie personnalisés et j'ai indiqué que je souhaite créer un nouvel attribut région qui aura comme valeur le nom du port de sortie. Et donc en sortie de ce transformer, j'ai bien un nouvel attribut région qui m'a récupéré la valeur correspondante au port de sortie. Une petite nouveauté maintenant du côté du Creator. Le Creator est bien pratique car il nous permet de créer des entités géométriques, des entités nulles, etc. Et à présent, il permet de prendre en charge la définition d'une géométrie au format GeoJSON. Donc pour cela, on a la petite option ici, définition de la géométrie GeoJSON. Dans ce cas, j'ai une petite barre qui me donne la possibilité ici de venir saisir, donc en cliquant sur les trois petits points, j'ouvre une fenêtre qui me permet de saisir ma géométrie au format JSON ou bien de coller mon fichier JSON. Une des applications possibles est de récupérer une géométrie saisie dans FMEflow grâce au paramètre géométrie. Alors, dernière petite amélioration maintenant concernant les transformers qui génèrent des modèles de surface. Jusqu'à maintenant, on avait la possibilité, donc ici en prenant l'exemple du DEM Generator, de renseigner des points ou des lignes à interpoler, ainsi que des lignes de rupture de pente, des breaklines. Mais on n'avait pas le choix de la méthode de calcul, on faisait systématiquement une triangulation de Delaunay. À présent, on peut choisir la méthode de prise en charge des lignes de rupture de pente. On peut soit classiquement conserver la triangulation de Delaunay, soit on peut forcer la préservation des arêtes de lignes de rupture pour espérer avoir un meilleur résultat, une meilleure prise en charge des breaklines. Donc voilà, vous avez ici les quelques transformers qui sont concernés. Maintenant, je vais vous parler des transformers qui sont tout nouveaux dans FME, qui ont été ajoutés.
Pour commencer, parlons un petit peu des transformers qui traitent des géométries. On a le Geometry Name Extractor et le Geometry Name Setter. Donc tous les deux, en fait, Extractor pour extraire le nom de la géométrie et Setter pour le définir, ils étaient inclus dans d'autres transformers et ils existent maintenant à part entière sous ces noms-là. On a également le Geometry Part Counter qui, lui, remplace le Part Counter. Ce transformer permet de récupérer le nombre de géométries d'une entité. Du côté du traitement d'image, on a maintenant le raster diffuser, qui remplace le raster sharpener. Lui, son rôle, c'est d'aider la prise en charge des images en agissant sur les contours, notamment en essayant de réduire le flou et également en réduisant le bruit. Au niveau des connexions, il y a à présent IBM MQ Connector donc, qui permet de se connecter à des services de type IBM MQ. On a aussi maintenant un Open API Caller dont je vais vous parler plus en détail dans quelques instants. Du côté des documents, on a l'apparition d'un Document PDF Styler dont on va également vous parler dans quelques instants. Alors, on va se concentrer quelques instants sur l'Open API Caller. Alors, qu'est-ce que c'est que ce transformer? Déjà, un petit historique. L'an passé, notre collègue Marguerite Espada vous avait présenté la version FME 2024.0 et dans le HTTP Caller, il y avait une nouvelle option qui consistait à importer depuis OpenAPI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une API respecte la norme OpenAPI et qu'un fichier de configuration est disponible, on peut venir chercher directement le fichier de configuration et ça nous aide énormément à configurer l'appel API. Maintenant, cette option, importée depuis OpenAPI, elle est un transformer dédié, OpenAPI Caller. Donc, il existe depuis la version FME 2024.1. Dans ce transformer, il y a également la possibilité de fragmenter le JSON de la réponse. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran FME. Et donc, ici, j'ai ajouté un transformer Open API Caller. Au niveau de son paramétrage, lorsque je l'ouvre, je tombe sur cette fenêtre. On me demande de sélectionner, donc cliquer sur Sélectionner, et on me demande d'aller chercher un fichier de spécification API. Donc, par défaut, il me propose un format JSON. Sachez que le format YAML est aussi disponible. Donc, moi, c'est le format que j'avais prévu. Je clique sur ce fichier. Et donc là, automatiquement, il a trouvé tous les points de terminaison possibles de l'API. Donc c'est une API qui permet de récupérer des informations sur les entreprises, hein, c'est pour l'exemple. Donc je vais choisir cette méthode, je sélectionne Get, et là, il me trouve les variables qui sont disponibles dans ce chemin. Je fais importer les paramètres de requête, et ici, je vois qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pré-remplis, notamment l'URL sur laquelle passer l'appel, toutes les variables de chemin, les paramètres optionnels de la requête, et enfin, j'ai l'URL de la requête complète qui s'affiche. À moi ensuite de renseigner correctement les paramètres d'authentification et les valeurs que je veux donner aux paramètres. Alors, du côté du Document PDF Styler, je vous l'ai très très brièvement introduit il y a quelques minutes. Alors, ce nouveau transformer, il est dédié à la gestion des formats PDF, à la fabrication, à la création de PDF. Son gros avantage et la différence qu'il a par rapport au PDF Page Formatter ou PDF Styler simple, c'est qu'il permet de gérer beaucoup plus facilement le multipage. Il fonctionne un petit peu comme le HTML Report Generator, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que à l'intérieur de mon transformer, je vais définir un type de contenu. Donc ça peut être un titre, une liste, un tableau, une image, un paragraphe. Et l'idée, c'est de venir ensuite configurer le transformer. Je vais passer la main à Romain, qui va vous faire une petite démonstration du fonctionnement de ce transformer. Voici un exemple donc d'export PDF réalisé avec le transformer document PDF Stealer et le nouveau writer au format document PDF. Dans cet exemple, on utilise des données structurées sur des itinéraires de randonnée.
Le but est de générer un fichier PDF par itinéraire. Donc, chaque transformer document PDF styler permet de définir un type de contenu, donc un titre, une image, un tableau, un paragraphe, une liste à puces. Et pour chaque élément, on va pouvoir définir un style. Donc, par exemple, pour le style, on va avoir, pour le titre, on va pouvoir définir donc la couleur, la police, etc. Pour gérer l'ordre d'affichage des éléments dans la page, c'est-à-dire afficher le titre avant le texte, par exemple, on va créer un attribut qu'on appelle ici ordre avec une valeur numérique. Donc 1 pour le premier élément, 2 pour l'élément d'après, etc. Ensuite, on va utiliser le transformer sorter afin de trier ces valeurs de manière croissante numérique. Cela va permettre de définir précisément la position de chaque bloc dans le PDF final. Alors, voici un exemple donc, des PDF qui sont produits donc, de cette manière-là. Donc, ils sont tous faits de la même manière. On va avoir un titre, une image, une petite description, des points clés. Et donc, voilà, ayant utilisé la répartition dans le traitement, ils sont conçus de la même manière. Alors, ce nouveau transformer PDF est assez simple à paramétrer. Nous pouvons produire rapidement un PDF, mais cela peut devenir chronophage pour produire un document complexe. En effet, chaque élément affiché sur la page nécessite un transformer dédié, ainsi qu'un transformer pour gérer l'ordre d'affichage. Une bonne pratique pourrait être d'utiliser les presets dans le document PDF Styler qui permettent de sauvegarder une configuration de style par défaut afin d'être réutilisable donc dans le projet ou dans d'autres FMW. Parmi les nouveaux formats, on note également l'arrivée de la lecture de fichiers Word, ce qui ouvre des possibilités intéressantes comme coupler la lecture Word à l'écriture PDF. On pourrait ainsi récupérer les styles présents dans un document Word, un peu comme un modèle, les associer à un jeu de données, puis générer automatiquement un PDF à partir des styles Word. Remarque à propos du writer PDF, il était déjà possible de générer du PDF avec FME en utilisant les writers Adobe 3D PDF pour la 3D et Adobe Geospatial PDF pour la carto. Ce troisième format document PDF qui fait son arrivée est lui dédié à l'écriture de documents de texte tel qu'on vient de le voir. Autre nouveauté, l'apparition du reader DuckDB qui est également compatible avec le transformer SQL Executor. FME prend désormais en charge le format Autodesk Navisworks, ut- outil à utiliser pour la révision de modèles 3D. Des améliorations ont également été apportées au format AIXM pour l'aviation et IFC, donc pour les projets BIM. Enfin, côté authentification, Azure Active Directory est maintenant supporté dans les composants Azure. Dorénavant, en lisant un jeu de données géographique, nous accédons à sa définition spatiale. Elle s'affiche dans les attributs utilisateurs des readers avec le terme spatial, où on la retrouve ensuite dans les transformers connectés à la source à titre informatif. Cela permet simplement d'identifier que le jeu de données contient des géométries. Dans le cas où la source contient une colonne de géométrie, notamment pour le format PostGIS, FME affiche directement son nom plutôt que la mention générique spatiale. Dans les propriétés du reader, en plus de la géométrie de son nom, on accède à son type. Dans notre cas, PostGIS multipolygone. Petit changement au niveau des writers spatiaux. Le choix du type de géométrie se fait maintenant dans la section définition spatiale du volet attribut utilisateur et non plus dans le menu paramètres tel que c'était le cas historiquement. Un autre changement concernant les writers concerne le regroupement de certains writers spatiaux et non spatiaux. Par exemple, les formats SQL Server spatial et SQL Server non spatial sont désormais fusionnés dans un seul format, Microsoft SQL Server. Ce n'est pas le cas pour tous, notamment pour les formats PostgreSQL et PostGIS qui sont encore dissociés. Lorsqu'on exporte des données vers une base de données, il est désormais possible de créer des tables même si elles ne contiennent aucune entité.
Dans l'exemple à l'écran, on lit une couche sur des musées avec un filtre. Seules les structures ayant moins de 100 000 visiteurs sont sélectionnées. Cependant, aucun des musées ne correspond à ce critère de fréquentation. Cela signifie qu'aucune entité n'est envoyée au writer. Malgré cela, on souhaite tout de même que la table soit créée dans la base. Pour cela, il suffit d'aller activer dans le navigateur le paramètre qui s'appelle toujours créer des tables en le réglant à la valeur oui. Voici un deuxième exemple où cette fois-ci plusieurs fichiers sont lus et grâce à un export en mode dynamique vers une géodatabase, on recrée automatiquement la structure de toutes les tables à partir des schémas sources lus dans le transformer feature reader. Alors, quelques changements à venir. Une nouveauté concernant le cache est apparue tout récemment dans une des dernières versions bêta là, de FME. Alors, à ce stade, la fonctionnalité n'est pas encore documentée et nous manquons clairement de recul sur son comportement en pratique. Mais voilà, donc ça va un petit peu vite. Donc là, on va lire un jeu de données au format GPKG. Et dès la lecture du jeu de données, les entités sont chargées dans le cache. On va ensuite ajouter un transformer, ici Area Calculator, et dès qu'il est connecté, ben, les données sont à nouveau chargées dans le cache avec la colonne supplémentaire. Cette nouveauté s'accompagne d'un paramètre permettant de définir une limite sur le nombre d'entités à charger dans le cache. Cela peut être particulièrement utile en phase de développement pour accélérer donc, les temps de chargement en ne lisant qu'un échantillon des données sources. Alors passons à FME Flow, avec quelques changements d'abord côté FME Form. Donc certains transformers liés au flow, donc FME Flow Job Waiter, Log File Retriever ou encore Resource Connector, disparaissent. On doit maintenant se tourner vers HTTP Color et utiliser l'API FME Flow. Au niveau du stockage des connexions dans FME Form, des connexions euh, aux bases de données, il est maintenant possible d'utiliser FME Flow. Cela signifie que la liste des connexions nommées accessibles sur FME Form correspond à la liste des connexions qui se trouvent dans FME Flow et accessibles pour l'utilisateur. Donc, si vous définissez une nouvelle connexion nommée dans FME Workbench, elle apparaîtra alors dans la liste des connexions sur FME Flow. Dans le menu Schedule qui liste toutes les planifications, on retrouve désormais non seulement les planifications classiques, mais aussi les automations ayant un déclencheur de type Schedule. On peut filtrer l'affichage selon le type de déclenchement, soit les schedules classiques, soit les automations. Sur la capture d'écran, on peut repérer l'automation intégration hebdo. Elle est identifiée par un petit symbole ici qui permet de la distinguer des planifications standards. La page d'accueil a été réorganisée avec un tableau de bord mettant en avant les raccourcis vers les automations, les applications, donc les planifications, les projets. On accède aux derniers traitements qui ont été publiés, au résumé des dernières actions réalisées. Donc en cliquant dessus, hein, on peut bien sûr les éditer. Et puis nous trouverons des statistiques sur l'état des traitements et un listing des exécutions en erreur. Enfin, sur le volet de gauche, le menu Data Virtualisation donc, fait son apparition. Donc, data virtualisation ou virtualisation de données, c'est une des nouveautés principales de cette année. Il s'agit d'une fonctionnalité permettant de développer des API REST personnalisées avec FME sans avoir à écrire de code. Ces API peuvent ensuite être utilisées dans des applications externes à FME. Quelques exemples justifiant l'intérêt d'utiliser les API avec FME, eh bien, ça pourrait être partager facilement des données, des partenaires, des clients, réduire les transferts de fichiers ou les planifications, ou bien encore fournir un accès sécurisé aux données sans exposer directement leurs sources. Par exemple, il est possible de lire ou d'écrire dans une base de données via une API sans que l'utilisateur accède directement à la base elle-même. Alors, je vous propose
Un exemple d'utilisation pour décrire le mécanisme. Une API a été créée avec FME pour des signalements de voirie. Il s'agit d'une API sur laquelle des usagers pourraient, via une application tierce, faire des signalements, un trou dans la route ou un panneau cassé. Les informations sont stockées dans une base de données contenant une table avec des signalements. Dans le menu Data Virtualisation de FME Flow, on accède à l'API signalement. Donc le premier onglet permet de définir les points d'accès API, donc endpoints. Ces points d'accès vont correspondre à des URL exposés par FME Flow. Dans notre exemple, on trouve plusieurs points d'accès API. Du GET pour renvoyer la liste des signalements, du delete pour supprimer un signalement résolu, et du post pour ajouter un nouveau signalement. Une fois que les routes API sont créées, un traitement FME est généré pour chaque route dans l'onglet Workspaces du menu de virtualisation de données. FME Flow crée automatiquement un squelette du projet avec la source et la destination déjà définis. Ensuite, c'est au développeur d'ajouter les transformeurs nécessaires pour interagir sur les données et les traiter. Chaque route API correspond donc à un traitement FME spécifique, et dès qu'on exécute une requête HTTP, cela déclenche le script FME associé. Donc voici le traitement FME correspondant à la méthode GET. Donc l'objectif est de retourner à l'utilisateur la liste des signalements au format JSON. Le squelette du traitement est constitué du reader, avec la route API et la méthode, ici GET, colorée en bleu, et du writer, JSON. Le reader génère une entité permettant d'alimenter le feature reader pour la lecture des données de la base, donc la liste des signalements. À l'aide d'un transformeur personnalisé, les données sont structurées au format JSON, puis exportées dans le même format via le writer dédié. Le JSON écrit va correspondre à la réponse retournée à l'utilisateur. FME génère automatiquement la documentation de l'API. Celle-ci inclut la liste des routes disponibles, donc post, delete, get dans notre cas, des descriptions qui sont saisies lors de la configuration. Exemple, pour le post, nous avons précisé le système de coordonnées attendu. Et puis, bien sûr, la possibilité de la tester. Donc, pour le get, je pourrais demander donc de faire le test, de l'exécuter. Et ça va me donner accès donc, à l'URL, ça va me renseigner donc, la bonne URL et le résultat JSON qui correspond à l'exécution de cette URL. Donc, dans ce résultat de JSON, je vais avoir les coordonnées de mes points et à chaque fois une information sur le signalement, des déchets, des graffitis, etc. Cette fonctionnalité étant toute nouvelle et relativement complexe, nous n'avons pas encore de recul sur son utilisation. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons d'organiser un webinaire sur la virtualisation de données dans les mois à venir pour vous en parler davantage. Un mot sur la traduction. Sachez qu'à partir de la version 2025.1, la francisation est désormais gérée par Safe Software. L'installeur est disponible sur leur site de téléchargement de FME. Pour les anciennes versions, vous pouvez continuer d'utiliser la traduction de VRMS disponible sur VStore.